Et, vous avez remarqué, on approche de Noël, la saison où poussent de manière libre et sauvage les décorations de rues scintillantes et les reprises de Mariah Carey. Alors vous savez déjà probablement que non, le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola, et que oui, la date du 24 décembre a certainement un lien de près ou de loin avec le solstice d'hiver. Alors, de quoi on va parler ? Et pourquoi pas de nounours ? Après tout, c'est vrai, la période de Noël, c'est aussi bien sûr celle des jouets de toutes sortes. Et l'ours en peluche est certainement le plus célèbre et universel des cadeaux de Noël. Ouais, je sais, aujourd'hui vous pouvez trouver des peluches de tout et n'importe quoi, y compris de gouttes d'urine ou de virus, qu'à l'époque formidable, mais généralement, l'animal le plus réputé et répandu, la peluche par excellence, c'est le nounours. Alors, vous vous êtes probablement jamais demandé pourquoi, mais moi, si. C'est vrai quoi, un ours brun, bon, c'est un fauve assez mastoc quand même, une bête sauvage et puissante, aux canines impressionnantes, aux griffes acérées, c'est a priori pas la bestiole la plus doudou qui soit. Alors pourquoi est-ce qu'on a préféré les peluches d'ours plutôt que celles de petits chiens ou de chats dont le potentiel câlinou semble un peu plus évident ? D'ailleurs, tiens, ça vient d'où l'ours en peluche ? Eh bien figurez-vous qu'il y a deux histoires différentes qui évoquent sa naissance. Je vous les raconte ? Allez. La première histoire, c'est sans doute la plus connue. Elle se passe en 1902 et est directement liée à un président des États-Unis, peut-être le plus populaire d'entre eux, Theodore Roosevelt. À cette époque, il est à la Maison-Blanche depuis seulement 1 an et n'a pas encore sa tête sculptée sur le mont Rushmore. Et pourtant, c'est déjà une véritable star. Ancien soldat, héros de la guerre contre l'Espagne, adversaire déclaré des grands trusts et de la corruption, il est vu par les Américains comme un politicien aventurier, un cow-boy, baroudeur et courageux, autant à l'aise dans les grands espaces sauvages que dans les couloirs du Congrès. Aussi, quand, en visite dans le sud, il décide de participer à plusieurs parties de chasse aux abords du Mississippi, et qu'il revient bredouille à chaque fois, ses hôtes sont un peu gênés. Le grand Theodore Roosevelt ne peut pas rentrer de la chasse sans gibier, ça la fout mal. Alors son entourage a une idée. On va faire capturer un jeune ourson noir qu'on va discrètement attacher à un arbre. Ensuite, on n'aura plus qu'à appeler le président qui pourra tirer dessus sans problème. A priori, il ne devrait pas pouvoir se louper, et il pourra donc repartir avec son trophée. Son image, son honneur, son courage et sa gloire seront saufs, et tout le monde sera content. Sauf que Teddy, voyant l'animal ainsi prisonnier, refuse de tirer sur une proie aussi facile. Et en grand prince, il ordonne même qu'on libère l'animal sur le champ. Waouh, du pain béni pour son équipe de com. Le grand Theodore Roosevelt épargnant la vie d'un animal sauvage. Un dessinateur du Washington Star immortalise la scène et l'histoire de l'infatigable chasseur pris de pitié pour un petit ourson fait le tour de l'Amérique en un rien de temps. Peu de temps après ça, loin de la forêt, à New York, un certain Maurice Michtom rentre chez lui, ouvre le journal, tombe sur cette histoire et a une idée. Il se trouve que Maurice Michtom et sa femme Rose tiennent une boutique où ils vendent des confiseries, des poupées de chiffon et des petits jouets pour enfants fabriqués par madame. Mais alors, se disent-ils, pourquoi ne pas diversifier notre activité en surfant sur cet engouement incroyable pour l'ourson de Teddy ? Fabriquons un jouet en peluche en forme de petit ours tout mignon, donnant-lui le surnom du président, et qui sait, peut-être est-ce que ça aura un petit peu de succès. Eh bien, nous sommes juste avant Noël à ce moment-là, et oui, ça va avoir un petit peu de succès. C'est comme ça que serait tout simplement né le fameux Teddy Bear. La deuxième histoire, elle, se passe à peu près à la même époque, mais de l'autre côté de l'Atlantique, à Giengen, en Allemagne, dans la demeure de Margaret Steiff. Madame Steiff, paralysée depuis son enfance par la polio, est à la tête d'une petite entreprise de couture au sein de laquelle elle fabrique avec ses employés des petits animaux en feutre, qui ont un certain succès sur les marchés depuis les années 1870. À l'aube du XXe siècle, son entreprise est florissante, et son neveu, étudiant aux Beaux-Arts, lui propose un autre animal comme modèle de jouet. Un ours du zoo de Berlin, emblème de la ville, qu'il a l'habitude d'aller dessiner pour ses études. Margaret trouve l'idée intéressante, et choisit même, pour ce nouveau jouet, d'abandonner son feutre habituel et de le remplacer par de la laine, pour qu'il soit plus doux et pour rendre un effet plus velu. L'ours sera présenté à la grande foire aux jouets de Leipzig, où il va avoir beaucoup de succès, notamment auprès de grossistes américains qui vont lui en commander plusieurs milliers d'exemplaires d'un seul coup. Et ça ne sera que les premiers d'une très très longue série. Alors, qui du couple Michtom ou de Margaret Steiff eut l'idée de l'ours en peluche en premier ? Eh bien pour l'historien Michel Pastoureau, les deux l'auraient inventé plus ou moins en même temps. Et mieux, si il ou elle ne l'avait pas fait, d'autres l'auraient fait à leur place. Parce que pour lui, l'invention de l'ours en peluche était inévitable à cette époque. Carrément. Ok, et pourquoi ça ? Eh bien pour tonton Pastoureau, l'ours était jadis un animal adoré, du fait entre autres de sa ressemblance avec les humains.
Il peut marcher sur deux pattes et plantigrade, c'est-à-dire qu'il pose toute la plante de ses pieds pour marcher. Il peut s'asseoir sur ses fesses, il est omnivore, il est relativement habile de ses mains. Bref, l'ours ressemble comme deux gouttes d'eau à un humain avec beaucoup de poils. Poils qu'il a d'ailleurs bruns, roux, noirs ou blancs comme les cheveux et la barbe des hommes. À la préhistoire, il partage les mêmes lieux de vie que les humains, s'abrite dans les mêmes grottes, et pour cela semble avoir une place à part dans les sociétés du Paléolithique. Les débats sont houleux aujourd'hui pour savoir s'il existait ou non, à cette époque, des cultes de l'ours. Mais beaucoup pensent en tout cas qu'il était perçu comme un animal à part. Les dispositions de crâne et d'ossements ursins dans certaines cavernes, comme la grotte Chauvet, semblent en témoigner. Plus tard, pendant l'Antiquité, les peuples celtes, slaves, germaniques et même grecs ont encore une vision très particulière de cet animal qui ressemble tant à un homme velu. Et jusqu'au Moyen-Âge, beaucoup croient qu'il est interfécond avec les humains. Beaucoup de chefs, de clans, de familles se vantent d'avoir un ours dans leurs ancêtres. C'est bien que l'Église doit faire la chasse à ces croyances païennes particulièrement persistantes, et pour ça se lance dans une grande entreprise de ridiculisation de cet animal. À partir de là, les ours sont impitoyablement chassés, dogmatiquement caricaturés, systématiquement moqués et méprisés. Celui qui était en Europe un roi des animaux devient un cousin grossier et assez immonde. Bon, vous avez compris le topo. L'ours était un animal très très important pour beaucoup de civilisations pré-chrétiennes. Mais l'Église l'a combattu férocement et sur tous les fronts, tant physiquement en le faisant massacrer, que idéologiquement en faisant tout pour que d'animal respecté, il devienne une bestiole méprisée. Mais le 19e et le 20e siècle vont lentement, très lentement, le réhabiliter. Le succès incroyable de l'ours en peluche est peut-être la plus grande réussite de la reconquête de cet animal sur le cœur des humains. La revanche de l'ours. Par le biais de cette figurine de laine ou de tissu à son effigie, l'ours partage à nouveau nos vies, notre enfance, nos nuits, nos doutes et nos joies. Il paraîtrait même que Neil Armstrong aurait amené sa propre peluche à bord d'Apollo 11, faisant de l'ours le proche de l'homme jusque sur la Lune. Alors je n'ai pas trouvé de source suffisante pour être certain de la véracité de cette dernière anecdote, mais je vous la livre quand même telle qu'elle, parce que qu'elle soit vraie ou pas, elle ressemble vraiment à une histoire de Noël.